آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème l'impact des TIC dans nos sociétés actuelles. En effet, les nouvelles technologies ou les technologies de l'information et de la communication occupent une place de plus en plus importante dans notre vie, dans notre société. Voici pourquoi est-ce que nous allons voir avec mes invités que je me fais le plaisir de vous les présenter. Comme vous le savez, Abdallah Kono, salam alaikum. Wa alaikum salam. En face de vous, vous avez Gaël Miyindou. Salam alaikum. Bonsoir, monsieur Binyumba, et ravi d'être à nouveau sur le plateau du Politiste. Oui, il faut dire que vous avez été touché par un décès. Un décès, ouais, qui m'a écarté des plateaux pratiquement pendant 2 semaines. Effectivement. Voilà. Bon, je vais revenir vers vous. Je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Que feront les personnes d'aujourd'hui? La technologie est une partie essentielle de la vie de beaucoup de personnes. Le Canada mène le monde avec son utilisation de technologie. En moyenne, les Canadiens passent environ 43,5 heures sur l'Internet par mois, ce qui double l'utilisation moyenne du monde. Même que la technologie est un outil qui aide à amplifier la productivité des gens, elle a quand même des effets négatifs sur la société d'aujourd'hui. Dans cette présentation, je vais analyser les effets positifs et négatifs de la technologie sur la société d'aujourd'hui. La technologie a plusieurs effets positifs sur le monde d'aujourd'hui. Par exemple, à l'aide de la technologie, des processus sont automatisés, ce qui nécessite moins de travail manuel. Quand même, dès que la technologie simplifie tellement la vie des personnes, nous sommes devenus plus dépendants de la technologie pour nous aider à effectuer les tâches manuelles, ce qui diminue l'activité physique des personnes. La diminution de l'activité physique des personnes est directement liée à des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, le glaucome et encore plus de maladies. Une étude effectuée par une association nommée Pure a analysé 17 pays dont 107 599 familles ont participé. L'environnement domestique et la santé des participants étaient analysés. Dans les familles qui avaient des ordinateurs, des télévisions et des automobiles, le niveau d'obésité est augmenté de 400%. De plus, le niveau de diabète est augmenté de 250% en comparaison avec les familles qui n'avaient pas les technologies mentionnées. À l'aide de la technologie, les industries de publicité peuvent attirer de millions de personnes à leur publicité. Au Canada, les agences de publicité ont gagné plus de 458,6 millions de dollars en 2012, qui est une augmentation de 6,5% de l'année 2011 dans laquelle 430,7 millions de dollars ont été générés. Ces augmentations fantastiques sont dues grandement à l'Internet, car l'Internet permet d'apporter un grand montant de trafic web à la publicité désirée. L'effet de la technologie sur la société d'aujourd'hui est lié grandement à la géographie. La technologie est un aspect humain de la géographie dont l'utilisation est devenue une partie de la vie de la vaste majorité de la population du monde. La technologie aide beaucoup les géographes d'aujourd'hui. Par exemple, des systèmes d'information géographique ou SIGs sont des systèmes d'ordinateur utilisés pour capturer, enregistrer, manipuler, analyser, gérer et présenter de l'information géographique. La technologie est un élément de grande importance. À cause de la technologie, le niveau de vie du monde est amélioré. Nos besoins sont facilement satisfaits. La technologie a apporté des avancements à l'industrie de l'agriculture, ce qui amplifie les taux de production des aliments. À l'aide des avancements apportés par la technologie, la construction des édifices robustes est grandement facilitée. Le secteur des services de santé est un des secteurs les plus grandement influencés par la technologie. La recherche médicale a aidé beaucoup en trouvant des traitements et des vaccins pour plusieurs maladies. De plus, à l'aide de la technologie, plusieurs médicaments ont été créés pour prévenir des maladies et troubles létals. À cause des développements technologiques, les coûts du traitement médical sont descendus radicalement. Oui, Abdallah Kono, vous venez de regarder cet élément.
Bon, l'élément nous plonge un peu dans l'univers des TIC et nous permet de mesurer son impact sur la société actuelle. Ok, du coup, on se rend compte que les familles, les ménages ne peuvent plus vivre sans communiquer de façon instantanée. Et moi, je vais abonder dans le même sens. Aujourd'hui, par rapport à l'élément qu'on vient à peine de regarder, on s'aperçoit que vivre aujourd'hui sans les technologies de l'information et des communications paraît beaucoup plus difficile. Ce qu'on doit également observer, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où, contrairement dans les sociétés anciennes où le caractère humain était très poussé, aujourd'hui, on est dans une société où la technologie prend de plus en plus de l'ampleur, donc a une incidence prépondérante dans l'usage de nos pratiques quotidiennes. Voilà. Monsieur Akono, qu'est-ce que l'on entend par TIC? Bon, ici, le terme TIC, technologie de l'information et de la communication. Donc, ici, c'est pour désigner en fait l'ensemble des outils utilisés pour communiquer, stocker, transporter des informations. D'accord, et pouvoir les mettre à la disposition du plus grand nombre. Donc c'est tout cela qu'on va mettre dans le cadre des technologies de l'information et de la communication. Donc ici c'est donc l'ensemble des éléments qu'on peut mettre en réseau ou ensemble pour pouvoir communiquer. Et on parlera ici des réseaux informatiques, de la télécommunication, de la téléphonie mobile, donc le tout mis en réseau et placé à la disposition des usagers dans le but de transporter les informations. Monsieur Akono, est-ce qu'il existe une différence entre nouvelles technologies de l'information et les technologies de l'information et de la communication? Bon, il faut quand même, il y a une nuance. Nouvelles technologies de l'information sont en fait, c'est plus dans la littérature francophone où l'on retrouve cette expression. Or, chez les anglo-saxons, on ne parle pas de nouvelles technologies de l'information. Peut-être lorsqu'on essaie de traduire la littérature francophone sur la thématique des TIC. Parce qu'ici, lorsqu'on parle de TIC, c'est l'ensemble des techniques utilisées pour véhiculer l'information. Or, nouveau, mais c'est tellement subjectif parce que la nouveauté varie au fil des décennies. Dans les années 90, on parlait de nouvelles technologies d'information. Est-ce que ce qui était valable dans les années 90, il est encore aujourd'hui? Parce que le monde, il est changeant et ça va à grande vitesse. Non, moi, je voudrais juste ajouter par rapport à la définition qui est exactement celle-là, de façon triviale. Ce qu'il faut entendre par TIC, c'est essentiellement le rapprochement qu'on peut faire entre les anciens modes de communication qu'on a, le téléphone, la télévision, qu'on adjoint à l'informatique pour aboutir à ce système de réseautage, de réseau, pour permettre aux individus d'être en contact. Mais depuis quand parle-t-on des technologies de l'information? Alors, l'usage, même si l'usage n'a jamais été, disons, la terminologie n'a jamais été la même, on a commencé à parler de systèmes de technique de l'information depuis pratiquement dès l'apparition de l'écriture, donc en 3000 avant Jésus-Christ. Ensuite, on est passé avec l'invention de l'imprimerie. À partir de là, on a abouti dans les années 1800 avec l'arrivée du télégraphe, du téléphone et les premières, comment on appelle ça, les premières projections, par exemple au niveau de la télévision, arrivent dans les années 20. 1935 par là. Et pour aboutir au TIC, au tout début des années 90, ce qui nous a donné même, je vais dire l'abréviation WW, ce qui veut dire le World Wide Web, donc Internet. Donc c'est cette traçabilité-là, ou bien je veux dire cette évolution-là qui nous a permis d'aboutir aux techniques de l'information et de communication qu'on connaît aujourd'hui. Monsieur Akono, vous voulez rebondir ou bien... Bon, ici, il a suffisamment retracé l'historique des TIC. Donc, il faut comprendre qu'ici, les TIC, depuis que
l'homme existe sur Terre, il a toujours développé des moyens pour communiquer avec ses semblables. Les Indiens ont utilisé les tapis qui dégageaient de la poussière. Chez nous, en Afrique, on a utilisé les cornes, les tam-tams. Donc ici, tous ces éléments-là sont des technologies de l'information. En principe, lorsqu'on parle même de technologie, parce que lorsqu'on parle de technologie, logos, qui veut dire discours, ok, tech, donc c'est un discours porté sur les techniques. En principe, on devrait parler des techniques de l'information. Ok, pour qu'il n'y ait pas de confusion lorsqu'on essaie un peu de revoir les expressions dans leur sens étymologique le plus profond. Donc ici, donc chaque société a développé ses moyens de communication. Donc il arrive aujourd'hui, lorsqu'on parle de TIC depuis les années 90, d'accord, c'est lorsqu'on a la vulgarisation de nouveaux supports, donc de nouveaux terminaux qui permettaient de stocker et de transporter l'information. Donc c'est à partir des années 90 qu'on commence à parler des TIC. Et ces TIC-là, pour éviter cette nuance avec une nouvelle technologie, c'est-à-dire que la technologie va évoluer à une vitesse très rapide. Donc en 90, on avait certains supports. En 2000, tout le monde est quasiment s'est familiarisé avec Internet. Et lorsqu'on est dans la génération des années 2010, aujourd'hui, la décennie actuelle, nous sommes dans les réseaux sociaux. Donc en 3 décennies, ou en 2 décennies, le monde des TIC a connu vraiment des changements importants. C'est pourquoi ici, l'adjectif nouvelle technologie n'est pas vraiment adapté. La question s'adresse à vous deux, hein. C'est de savoir quelle différence faites-vous entre les technologies de l'information et de la communication actuelles et les anciennes méthodes de communication usitées par nos ancêtres et nos grands-parents? Ben, je pense qu'à ce niveau, la nuance est énorme. Je disais tout à l'heure que nous sommes partis de l'écriture. L'écriture 3000 avant Jésus-Christ, où nous permettait de consigner des données que les gens de ce temps-là pouvaient mettre sur des supports. C'était à partir de l'argile ou à travers des gravures qu'on mettait dans des grottes. Or, aujourd'hui, vous vous apercevez que ce n'est plus forcément la même chose. La mutation est perceptible. Les supports de conservation des données ont suffisamment progressé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est parti, par exemple, de l'écriture. Aujourd'hui, on a la possibilité de consigner des choses sur des cartes mémoire. Vous voyez, des éléments très infimes, mais qui contiennent des outils ou bien des informations très pertinentes. Donc, il y a forcément une nuance qui est établie entre ces anciennes méthodes de communication et celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler, nous sommes dans l'ère de la miniaturisation, d'accord, donc, et de la dématérialisation des supports ou bien de l'information. D'accord, tout est dématérialisé. Nous étions, dans les années 90, dans ce qu'on appelle l'analogique. Aujourd'hui, nous sommes dans le numérique. Donc ici, il y a une certaine évolution. Donc, on ne peut pas dire que la communication n'a pas évolué. Donc ici, entre nous et nos prédécesseurs, c'est en fait, on a connu une révolution, si on peut parler en termes de révolution, donc de bouleversement total. C'est le terme qui s'y est même, je pense. Donc ici, nous sommes dans la révolution en matière d'information et de communication. Rien qu'à partir de la télévision, 90, nous étions en analogique. Aujourd'hui, la plupart des chaînes de télévision sont en train de basculer dans le numérique. Et le numérique facilite ici la conservation de l'information. La capacité de stockage devient de plus en plus importante. Et la transmission même de cette information devient de plus en plus rapide. Donc, les moyens deviennent de plus en plus sophistiqués et accéléré. La question s'adresse toujours à vous, c'est de savoir, est-ce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont un impact avec nos traditions, nos us et coutumes? Bon, est-ce que les nouvelles technologies, disons la technologie de l'information et de la communication, est-ce que ça a un impact sur nos traditions? Je suis tenté de dire oui. Je suis tenté de dire oui parce que si vous avez... Peut-être là, présentement, je n'ai pas d'exemple qui soit précis, mais lui, peut-être pourra compléter. Je suis tenté de dire, oui, ça a forcément un impact, mais l'impact, est-ce qu'il est négatif ou il est positif? Je pense qu'il faut le prendre sur les aspects dans le sens d'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, on avait peut-être du mal à consigner des éléments, je ne sais pas, vous arrivez dans une veillée de Bouiti. Oui. Vous arrivez dans une veillée de Bouiti. Aujourd'hui, on a la possibilité, même si... les supports ne sont plus... Tout à l'heure, il parlait, dans les années 90, on avait ce qu'on appelait les cassettes vidéo.
Je ne sais pas si vous avez connu ça. Aujourd'hui, effectivement, les cassettes vidéo ont disparu. Alors, l'inconvénient, par exemple, avec ce type d'outils à l'époque, c'est que lorsqu'ils ne sont pas bien conservés, ces cassettes n'étaient pas bien conservées, il y avait une forme de détérioration. Effectivement. Aujourd'hui, on a des supports qui sont susceptibles de consigner, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, vous arrivez à une veillée de Bouiti où on filme la veillée et il y a une possibilité de mieux consigner ces éléments-là sur des générations et des générations. Donc, c'est peut-être, si je pourrais ajouter peut-être si lui, il a... Bon, ici, quand même, il a si bien dit que tout dépend maintenant, il faut à nous de définir et voilà, ça, en fait. le côté positif et le côté négatif. Je pense qu'ici, on peut dégager les deux. D'accord? Allez-y. C'est-à-dire qu'ici, dans la manière de conserver l'information, comme il a dit, c'est un avantage. Ouais. D'accord? Mais ça peut aussi être un inconvénient au moment où, déjà avec la télévision et la radio, on a abandonné certains aspects de la tradition. Par exemple, l'utilisation du tam-tam pour annoncer les nouvelles. OK? Avec les TIC aujourd'hui, cette fracture s'accentue davantage. D'accord? Donc ici, il y a des inconvénients. Et on peut également inclure le fait que les TIC offrent une pléthore de supports et d'informations. Et du coup, la transmission des us et coutumes, d'accord, est en train de se perdre. Parce que les jeunes, dans les supports, okay, dans des terminaux tels que les téléphones et autres, on a accès à d'autres formes de distraction, on a accès à d'autres formes d'informations et du coup, on s'écarte de nos us et coutumes. Donc, on est plus ouvert aux coutumes d'ailleurs, parce que ceux-là qui mettent à disposition ces informations ne sont pas en grande partie de nos us et coutumes. Et du coup, on nous vend à travers les technologies de l'information des éléments culturels qui ne sont pas propres à nos peuples. Et nous sommes aujourd'hui sous l'influence d'une dynamique venue d'ailleurs à travers les TIC. Quels sont les avantages des TIC au sein de nos sociétés? Les avantages sont multiformes. Si on se réfère par exemple sur le plan par exemple de la télémédecine, aujourd'hui vous pouvez être par exemple à New York, pour être récemment, je pense que c'est au tout début nous étions en 2008 où il y a eu une opération qui s'est faite depuis, c'est-à-dire le médecin était au niveau des États-Unis, New York, et le malade était à Paris. Donc à travers un robot lié à un réseau Internet, l'opération chirurgicale a pu se faire. Donc, vous avez sur le plan, par exemple, de la télémédecine, ça, il y a un atout. Il y a également sur le plan de l'éducation, sur le plan, par exemple, de la valeur économique, c'est-à-dire sur le plan commercial. Vous avez, par exemple, des entreprises qui, lorsqu'elles sont bien outillées, ont la capacité d'optimiser leur rendement. Voilà, je vous prenais tout à l'heure en offre l'exemple des lunettes numériques qu'on a intégrées dans l'agriculture. Aujourd'hui, par exemple, un agriculteur, dans son tracteur, a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les lunettes numériques pour pouvoir observer ce qu'il y a comme difficulté au niveau de son rendement agricole et le relayer systématiquement à un réseau Internet pour davantage connaître là où il y a la faille ou il y a une possibilité d'améliorer le rendement. Donc, les avantages sont multiformes. Vous avez évoqué le cas des téléenseignements, apprendre à distance. Ça se fait aujourd'hui. Voilà. Monsieur Akono, est-ce que l'on peut vivre aujourd'hui sans les technologies de l'information et de la communication? Bon, on ne peut pas. Aujourd'hui, les technologies de la communication et de l'information deviennent une nécessité. Donc, ce n'est pas un luxe, donc c'est une nécessité. On disait aujourd'hui, on disait tout à l'heure que l'information est déjà dématérialisée. Donc, tout est contenu dans des supports miniatures, dans le numérique. Donc, on ne peut plus vivre. Aujourd'hui, il y a même un phénomène qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'on a ce qu'on appelle la nomophobie. OK? Donc, qui est la peur de vivre sans son téléphone, sans une connexion Internet et autres, sans avoir accès aux réseaux sociaux. Donc, c'est un nouveau phénomène qui apparaît. Et des études menées en Angleterre nous disent que 53%
des individus aujourd'hui ont peur de vivre loin de leur téléphone. Et lorsqu'on va regarder ces chiffres dans le détail, les jeunes dans l'âge de 18 à 25 ans, ok, ont un pourcentage encore plus élevé, donc de l'ordre de 78% de jeunes de cette tranche d'âge-là ne peuvent plus vivre sans leur téléphone. Donc ici, le téléphone devient en quelque sorte un outil important dans la gamme des technologies, de l'information et de la communication. On ne peut plus s'en passer. Tout simplement parce qu'on a stocké beaucoup d'informations, les adresses des parents, on peut avoir accès à pas mal d'informations, on peut même transformer le téléphone en porte-monnaie. Donc tout cela nous met dans une sorte d'embrigadement. Nous sommes aujourd'hui pris en otage en quelque sorte par la technologie, vu qu'on ne peut plus vivre sans cette technologie. Ouais. C'est que Gérard, un auteur français disait, Gérard Ayache, qu'on est dans l'hyper-information aujourd'hui. On est tout le temps connecté. 1 minute ou 2 minutes qu'on ne soit pas connecté, tout de suite, il y a des picotements, on a forcément besoin d'être à côté de son téléphone. Dans certains pays, il y a des études qui ont prouvé qu'une personne, au cours d'une journée de 16 heures, la personne peut consulter son téléphone plus de 300 fois. Ça y est. Au cours d'une journée, donc une journée de travail de 16 heures, la personne consultera son téléphone 300 fois, c'est énorme. Est-ce que vous pouvez affirmer que les technologies de l'information et de la communication est un nouveau moyen de poursuivre la colonisation en Afrique, dans la mesure où ce ne sont pas les pays africains qui mettent tous ces systèmes-là en place, mais nous subissons ce qu'eux, ils produisent, qui viennent vendre chez nous? Bon, ben là vous faites bien de... Là, vous relevez un aspect qu'on n'a peut-être pas... Je ne sais pas, peut-être qu'on pourra... C'est celui de la fracture numérique qu'on peut observer entre ceux qui élaborent cette technologie et ceux qui consomment. Parce que, in fine, nous ne sommes que... Ici, en Afrique, nous ne sommes que des consommateurs. Pour le moment, nous ne sommes que des consommateurs. Donc, est-ce que c'est un prolongement de cette forme de colonisation? Je ne vais pas peut-être me prononcer dans ce point de vue-là, mais ce que je dois plutôt mettre en lumière, c'est que entre ces pays qui élaborent cette technologie-là et les pays africains dont vous faites allusion, ce qu'on observe qu'il y a une forme fracture numérique qui s'installe. L'accès à Internet n'est pas toujours facile à certains pays. Si déjà il y a une forme de fracture sur le plan à l'échelle continentale, vous imaginez combien de fois la fracture peut encore être considérable à l'échelle nationale. Quand on se situe ici, par exemple, à Libreville, pour le cas par exemple de Libreville, vous avez accès à la 4G. Une fois que vous sortez de Libreville, vous vous rendez par exemple à Moulengbinza ou à Bolokobwe, Bolokobwe c'est dans l'estuaire, ou bien à Mabanda ou bien à Moabi, je vous dis, le réseau n'est plus le même. Donc moi, c'est beaucoup plus cet aspect que je voulais mettre en évidence. Bon, ici, il faut comprendre que les TIC constituent aujourd'hui un enjeu stratégique de taille. Il faut déjà voir la bagarre qu'il y a entre la 5G chinoise et les pays occidentaux, avec Huawei. Donc les TIC aujourd'hui constituent une arme que l'on peut utiliser dans le but d'assujettir ou de libérer certains peuples. Donc tout dépend maintenant de l'usage dont on en fera. Et ici, lorsque nous parlons aujourd'hui de colonisation, tout dépend de ce que les grandes puissances veulent faire des TIC. Est-ce qu'ils nous apportent des TIC pour nous amener vers le développement? Est-ce qu'ils nous apportent des TIC dans le but de nous instrumentaliser, de nous embrigader davantage? Et moi, j'aimerais dire quand même qu'en Afrique aujourd'hui... Dans la mesure de mieux surveiller nos faits et gestes. Aujourd'hui, moi, je peux dire qu'il y a aujourd'hui des mécanismes d'espionnage développés par des grandes firmes. Rien qu'avec le téléphone, je pense qu'il y a... le moteur de recherche Google aujourd'hui que nous utilisons avait été sanctionné dans certains pays parce qu'ils ont mis une application qui permet de géolocaliser les utilisateurs. Donc ici, on n'a plus vraiment une liberté. Donc nous sommes, à travers les nouvelles technologies de l'information, nous sommes en quelque sorte espionnés en tout lieu. Au moment où on a des informations géoréférencées sur notre position en permanence.
On peut même également aujourd'hui à travers, il y a des logiciels de reconnaissance vocale utilisés par des systèmes des sociétés d'espionnage à travers le monde. Donc aujourd'hui, je peux dire, tout dépend. Mais vu que certaines nations occidentales ne veulent pas se démarquer de leur position impérialiste, ok, peuvent utiliser les nouvelles technologies de l'information pour embrigader davantage les pays africains ou bien les pays qui veulent se démarquer. Imaginez aujourd'hui. On revient toujours à ce qu'on évoque ici, le problème d'intérêt, le problème d'impérialisme et de domination qu'on fait souvent. Les géostratégies. Voilà, qui a la connaissance dicte le jeu, quoi. Effectivement, voilà. effectivement. Et il faut aussi comprendre. En parlant par exemple lui, il a évoqué Huawei aujourd'hui. Les Occidentaux aujourd'hui se battent contre les Chinois parce qu'aujourd'hui Huawei c'est un opérateur mobile chinois qui va passer de la 4G à la 5G. Aujourd'hui, le deuxième personnage de Huawei, la fille du fondateur de Huawei, est poursuivie aux États-Unis pour avoir soi-disant espionné. Effectivement. Voilà. Donc, ce que vous évoquez est fondé. C'est triste qu'on en arrive là, mais c'est comme ça, ce sont les rapports humains. Voilà. C'est dominé, dominant. Et puis, il faut comprendre que chez nous en Afrique, bon, nous n'avions pas encore développé réellement l'acquisition des nouvelles technologies d'information. Voilà. Vu qu'aujourd'hui, nous dépendons de certaines nations. Si nous prenons le cas du Gabon, la plupart des produits que nous consommons sur Internet, nous sont distillés par Google, Yahoo, donc des moteurs de recherche français. Et du coup, nous dépendons en quelque sorte de, même lorsqu'il faut faire des inscriptions en ligne pour les étudiants, c'est quelqu'un qui est assis quelque part aux États-Unis qui va gérer le site d'inscription, qui va envoyer les codes d'inscription, de validation d'inscription. Vous voyez qu'ici, nous dépendons toujours réellement toujours là. de ces puissants fournisseurs de services Internet. Mais peut-être parce qu'ici, nous n'avons pas de bonnes maisons d'hébergement. Hein? Parce que pour héberger un site, ça coûte cher. Non, mais ici, ça coûte moi cher, je pense que ce que vous mettez comme idée sur la table, c'est aussi la responsabilité de nos États. C'est aussi la responsabilité de nos États. Nos États aussi peuvent orienter aussi une politique qui vise à suffisamment moderniser nos techniques d'information et de communication. Et puis, ça nécessite qu'on investisse suffisamment d'argent. Non, Ahmed. non, voilà. N'accusez pas seulement l'État. Monsieur, je vous dis une chose, oui. C'est pas un débat, mais je vous dis quelque chose que moi-même je connais, que j'ai vécu quelque part, où le site était hébergé ici au Gabon. Après, quelqu'un est venu, il a dit non, pourquoi est-ce que vous allez l'héberger ici? Et comme il faut dépenser de l'argent, il a envoyé le site aux États-Unis. Qu'il soit hébergé. Que le site soit maintenant hébergé aux États-Unis. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour certaines personnes de s'accaparer certaines miettes? Naturellement. Il y a des filous partout. Aujourd'hui, il y a des filous partout. Maintenant, pourquoi cela n'est pas développé? Sachez que l'intérêt guide l'esprit. J'aimerais dire, la dernière fois, nous avions parlé de cybercriminalité. Et j'aimerais insister encore sur la formation. Depuis que le monde est rentré dans l'ère des TIC, ok, dans les années 90. Mais qu'est-ce que l'État gabonais a mis en place comme structure de formation? De sorte que le Gabonais d'aujourd'hui ne soit plus obligé de recourir à une technologie étrangère. Certains pays africains sont plus ou moins autonomes aujourd'hui. Prenons le cas du Maroc. Aujourd'hui, prenons le cas du Sénégal. Prenons le cas du Maroc. C'est des pays qui deviennent autonomes. Ils n'ont plus besoin d'expertise étrangère. Ok? Ils sont plus ou moins autonomes parce qu'ils ont misé tant qu'il fallait dans la formation. Mais aujourd'hui, prenons l'enseignement technique à Libreville. Nous avions combien de lycées techniques, ok, ou professionnels? Il faut avoir un bac CD, alors qu'ailleurs, l'informatique, donc, ce sont des algorithmes qu'on peut enseigner aux enfants dès le bas âge. Donc, ne disons pas l'État a sa responsabilité. Vous savez, lorsque les dragons se développent, parce que l'État avait misé assez sur l'éducation, sur la formation, pour qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée et bon marché. Or, aujourd'hui, quel est l'état de la main-d'œuvre? Quel est l'état de la ressource humaine lorsque nous parlons des TIC? Et lorsqu'on est coincé, on se rend finalement compte qu'on n'est pas prêt. Nous nous rabattons régulièrement vers les grandes puissances. Moi, je loue aujourd'hui le courage de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, durant les 7 ans
passé les deux mandats de Ouattara aujourd'hui. Le président Ouattara. Le président Ouattara. Oui. La Côte d'Ivoire est à 7, aujourd'hui actuellement à 7 universités. Dans la perspective de diversifier les offres de formation, elle va passer à 14. Sur le budget aujourd'hui, il y a 14 universités qui vont être mises en place. Quand vous faites la comparaison avec le Gabon, où est-ce que nous en sommes? Nous en sommes exactement... Comparaison n'est pas raison, cher ami. Non, comparaison n'est pas raison, mais c'est une réalité qu'il faut mettre sur la table. N'oublions pas que nous, on nous a toujours dit que l'État, c'est nous. Oui, mais l'État, c'est nous. N'oubliez pas cela. Construire une université, ça relève de... Au fur et à mesure où vous allez aborder ça relève la de la compétence de l'État. Bon, je pense que nous ne nous écartons pas du sujet. Vous êtes là aussi des instruments étatiques. Donc, nous avons, l'État investi sur nous, quitte à nous aussi de faire. Mais aujourd'hui, nous avions seulement la capacité. Nous avions seulement la capacité d'apporter nos... On ne les met pas en cause. Nous, ce qu'on met en évidence, c'est de pousser les investissements un peu plus loin. Lui, il a évoqué tout à l'heure des lycées techniques et professionnels qui ne sont pas en nombre suffisant. C'est ce qu'on met en évidence. On ne remet pas en cause. Non, écoutez, nous reconnaissons que nous avons un rôle à jouer, ok. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? L'État a subventionné nos études, ok. Et nous ne pouvons apporter que ce que nous avons, c'est ce que nous avions acquis. Nous pouvons proposer. Maintenant, quitte à ceux-là qui ont la capacité technique et financière, ou la capacité légale, ou la capacité législative de économique, budget économique, ok, de déclencher certains projets, mais nous ne pouvons, nous ici, ce que nous disons en matière de formation, pour faire face au nouveau monde aujourd'hui qui est fondé sur le numérique, qui est fondé sur la toile, sur Internet, je pense que l'État n'a pas formé suffisamment de personnes. Prenons le cas à l'université Omar Bongo, nous étions tous étudiants dans cette université. Nous étions tous étudiants dans l'université Omar Bongo dans la dernière décennie. D'accord? Mais combien d'étudiants au cours de cette décennie maîtrisaient l'outil informatique, avaient accès à l'outil informatique? Ok? Je pense qu'au département de géographie, on avait un pack de 12 ordinateurs. Pour rien que l'amphi de première année, nous étions 280 étudiants. Donc, nous partagions 12 ordinateurs. C'est le déséquilibre. C'est pas bon. Vaut mieux ça que rien. Maintenant, lorsque je parle de la formation Libreville, c'est aujourd'hui près d'1 million d'habitants. On n'a qu'un seul lycée technique. Si on ajoute aussi le lycée technique de Ntoum, donc ici nous n'avions que 2 lycées techniques pour une population de près d'1 million d'habitants. Et la formation ne s'arrête pas dans les lycées. Après, et la formation c'est les universités. On poursuit. Voilà. Dans le futur, les jeunes Gabonais sont obligés de s'exiler au Ghana pour aller se former, ou au Togo, dans des pays ouest-africains et autres. Je sais que le débat est très houleux, vous êtes très intéressants, mes chers amis, mais la question qui vient, quels sont les moyens? Est-ce que les moyens utilisés par les nouvelles technologies ou les technologies de l'information et de la communication ont pu atteindre la majorité de la société? Bon, lorsque il parlait tout à l'heure là d'accès, parce qu'on peut avoir un téléphone. La grande majorité quand même. On a tous des téléphones. Maintenant, quelle est la capacité? Quelle est la capacité de couverture? Est-ce que tous les Gabonais ont accès aux services informatiques? Est-ce que tous les Gabonais ont accès à Internet? Là, il y a un problème. Donc ici, si nous prenons le cas du Gabon, l'accès à la bonne connexion varie en fonction des régions. Donc du coup, il parle de fracture numérique. La fracture numérique, rien que dans l'intérieur du Gabon, est énorme. L'homo gabonensis qui habite Libreville a facilement accès à Internet. Maintenant, celui qui est à Onga, ou bien à Bolosoville, ou à Mekambo, a-t-il accès à Internet, ou bien au TIC de la même manière? Là est tout le problème. Maintenant, c'est pourquoi nous continuons de dire, nous disons ici qu'il faut maintenant que l'État prenne ses responsabilités. Nous, oui, nous avons l'expertise, on a appris, on a étudié, on a cette expertise-là, mais qu'on nous donne un jour nos responsabilités. Parce que si certaines personnes sont là depuis beaucoup d'années et que les résultats ne sont pas là, mais qu'on prenne aussi le courage, je dis, bon, monsieur Gaël Miyindou, est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça? On essaie d'utiliser son expertise, tout comme vous, monsieur Ahmed Binyumba. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est que au-delà de la fracture numérique qu'on peut relever, qui est un fait,
il y a aussi le côté positif qui vise à observer que au moins dans tout le Gabon, si vous rentrez dans 2 ou 3 foyers, vous verrez au moins 2 ou 3, 4, 5 personnes avec un smartphone. Maintenant, comme il disait tout à l'heure, est-ce que le débit, l'accès à Internet... Je sais que la 4G est en train de partir dans ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moins aujourd'hui, 5 foyers sur 6 ont accès à un téléphone mobile. Maintenant, la qualité à Internet, ça, la fracture, selon le degré de développement d'Internet dans une région ou une autre, dépendra en fait. Voilà. Quel est l'impact des différents secteurs d'activité, l'impact des TIC auprès des différents secteurs d'activité? Bon, je pense que nous avions déjà effleuré certains aspects. Il a parlé de télémédecine, on va également parler, en fait, dans l'entreprise. Donc, les TIC, aujourd'hui, permettent aux entreprises d'être plus rentables, d'être plus opérationnelles. Ici, on peut parler, par exemple, des réseaux intranet et extranet, ok? Ici, lorsqu'on parle d'un réseau intranet, c'est-à-dire que les employés d'une même boîte peuvent avoir un réseau, okay? Et à travers ce réseau, ils peuvent communiquer. Nous pouvons prendre l'exemple de l'IRD, l'Institut de recherche, ils ont un réseau intranet. C'est-à-dire que pour que vous accédez à ce réseau intranet, vous devez avoir un code, okay? Vous entrez le code et vous avez accès aux données. Donc pour tous les chercheurs, vous avez le réseau extranet qui est utilisé généralement par, si nous prenons notre société d'eau et d'énergie, ok? Qui permet ici, qui est un réseau d'interface entre le client, donc le consommateur, et la société qui produit le service eau et électricité. À partir de ce réseau extranet, le client va chez un opérateur, sollicite le service, et l'opérateur ici est en liaison directe avec le serveur de la société d'eau et d'énergie. Et vous payez, vous faites la commission, il rend les données et la société d'eau et d'énergie lui envoie le code, il vous délivre un ticket. Donc ici nous sommes dans un réseau extranet. Donc on n'a plus besoin de se déplacer pour aller vers la société, on s'arrête dans un quartier, on va vers un opérateur, rien que même à travers le mobile. Ok, à travers notre téléphone mobile, on peut procéder à des achats. Donc ici, sur plusieurs services, ça peut être l'abonnement télévisé, ça peut être l'achat d'électricité, le paiement de certaines factures. Donc ici, nous sommes dans un réseau extranet et le tout permet à l'entreprise de briser les barrières entre l'entreprise, le produit et le consommateur. Ok, donc ici, Internet, ou bien les TIC représentent, si nous prenons le cas de l'Europe, 50,9% du PIB de l'Union européenne, ce qui est important. Et aux États-Unis, c'est encore un peu plus important, nous sommes à 7,5% depuis 2010. Donc de l'impact des TIC sur le produit intérieur brut de cette puissance planétaire. Vous voulez rebondir? Non, mais c'est totalement vrai ce qu'il dit. Okay. Pensez-vous que l'éducation des technologies de l'information et de la communication n'est qu'une imitation de l'Occident, de l'éducation en Afrique, hein? Non, bon, est-ce que c'est une imitation? Moi, je pense qu'on est dans un monde globalisé, comme on le dit très souvent. Les Africains ne peuvent pas être en marge d'une évolution aussi pertinente. Donc, imitation... Mais dans la mesure où nous ne produisons rien dans ce domaine, nous ne faisons que tout ce qu'eux, ils ont fait. Non, mais après, je pense que c'est à nous aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, de prendre le problème à bras le corps. Nous, en tant qu'individus, et les autorités, en tant que gouvernants, en tant que décideurs, de pouvoir ne plus être des éternels, je veux dire des éternels assistés, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les autres fabriquent et nous, on consomme. Qu'est-ce que nous, on devient là-dedans? Les consommateurs. Les consommateurs. Les éternels consommateurs. Voilà, les éternels consommateurs. Non, je pense qu'il faut une prise de conscience globale qui va nous amener à ne plus être dépendants de l'Occident. Ça, c'est tout le combat des Africains, des panafricanistes, comme je peux peut-être pas en citer, Claudie Sia, Kémy Séba et autres. C'est un débat qui met sur la table. Il faut qu'aujourd'hui les Africains se prennent en charge, ce qui n'est pas forcément le cas depuis des décennies. Ouais. Donc, bon, moi je ne pense pas que nous imitons, ok? Et le monde a toujours été un monde d'échange. Ce qu'une société va découvrir,
sera partagé aux autres sociétés. C'est comme ça que l'offert s'est diffusé dans le monde, à travers les contacts. Parfois, il y a aussi une forme de mimétisme. Hein? Peut-être c'est ce que lui veut. Moi, j'aimerais dire, lorsque nous parlons aujourd'hui des il n'a pas totalement tort quand il évoque lorsque je parle ici que le monde est un monde d'échange, l'Occident, a élaboré ce système, et ce système aujourd'hui conditionne même l'existence de l'homme. Ça devient une question existentialiste. Doit-on, par simple orgueil, dire que nous n'allions pas, sinon nous sommes doublés? Mais non, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est développer des produits adaptés à notre contexte, de sorte qu'on ne dépend plus des produits faits maison qui sont adaptés. Prenons le cas du GPS Garmin que nous utilisons au Gabon, qui a été programmé selon les réalités américaines. Et lorsque nous l'amenons au Gabon, certes, on aura des informations, mais ces informations ne vont pas reproduire forcément la réalité. Donc maintenant, il nous revient à nous de former des programmateurs qui peuvent prendre le même GPS et le programmer en le configurant aux conditions du Gabon. Pourquoi ne pas avoir votre propre GPS? Bon, mais encore que là, aujourd'hui, c'est un problème. Là, j'interpelle le géographe que vous êtes, monsieur Akono. Ici, le GPS, ça fonctionne comment? C'est une technologie de l'information, Oui. C'est un TIC à part entière. C'est quoi? C'est un support qui est lié à une nébuleuse de satellites qui gravitent autour de la Terre, et ces satellites-là vous donnent des informations sur la Terre qu'ils envoient au GPS, et le GPS ici peut, à partir du GPS, vous pouvez lire. Donc, pour en arriver là, si nous prenons au cas aujourd'hui, les Européens ont leur projet de sport, ils sont en train de préparer leur GPS pour ne plus dépendre du GPS américain. Les Chinois également ont un ambitieux programme. Donc il faudrait que nous rentrons déjà dans l'ère, dans le lancement des satellites. Je pense qu'en Afrique, nous avons le Maroc qui est déjà en train de s'autonomiser. Nous avons à la zone économique. La JOS. Que font les géographes gabonais pour mettre en place un GPS gabonais, typiquement gabonais? Vous m'avez initié à l'utilisation du GPS. La JOS aujourd'hui n'est que, en fait, ils gèrent l'antenne qui reçoit les images satellitaires, qu'ils utilisent, qu'ils traitent et mettent à la disposition des consommateurs. N'importe quelle entreprise peut recourir au service de la JOS. Aujourd'hui, ce que la JOS peut également proposer, ce sont la mise à jour des cartographies. C'est la mise en place des applications adaptées au contexte gabonais. Par exemple, on peut gérer la pluviométrie au Gabon. On a déjà des informations, on crée une application à partir d'un smartphone, on peut avoir certaines informations. Mais en ce qui concerne le GPS aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, nous n'avions déjà pas les moyens pour avoir la 4G dans les 4 points du Gabon, parce que est-ce que nous aurons les moyens de lancer un satellite? Mais encore que là, c'est des décisions forcément politiques. Et ce sont des décisions politiques, parce que si le Gabon a un GPS, à son programme spatial, mais qui va encore acheter les images spot, est-ce que nous avons aujourd'hui aussi l'expertise? Il ne suffit pas de dire le géographe, parce qu'à l'intérieur, vous avez le physicien, vous avez le mathématicien, vous avez l'astrologue, donc l'astronome, donc c'est tout un monde. Global. Et nous revenons ici au niveau de la formation. Le géographe, oui, il a sa part. Maintenant, est-ce qu'on aura des astrophysiciens qui vont apporter leur part, formés à l'école gabonaise? Est-ce que donc il y a tout un monde qui intervient à l'intérieur? Donc le géographe seul ne pourra pas contribuer. Maintenant, tout l'autre, il faut mettre en place toutes les autres domaines scientifiques qui peuvent nous emmener vers de tels résultats. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. Nous allons vers la fin de notre émission. Peut-on dire que les TIC sont venus dématérialiser le savoir? Oui, on l'a évoqué. On a dit que nous sommes partis d'une conservation d'informations sur des supports physiques. Comme vous avez par exemple le livre. Voilà. Aujourd'hui, on a dématérialisé ce support d'information sur la toile. Cela n'empêche pas toujours la possibilité aux individus d'aller s'abreuver des connaissances, même si c'est un ouvrage dont on a dématérialisé l'information.
Bon, ici, oui, l'information a tendance à être en fait numérisée. Voilà. Prenons le cas des anciens supports, on va tout, on numérise, on conserve. Donc, du coup, les futures générations, je ne sais pas si ces futures générations seront encore en contact avec l'élément physique. Avec l'élément physique même. D'accord? Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, la plupart de nos jeunes sont accrochés au téléphone. Vous donnez un devoir à un enfant, son premier réflexe, c'est d'aller sur Internet, chercher des informations. Donc, on est en train de couper le lien entre le livre physique, où les connaissances sont bien rangées en fonction du niveau d'études, donc c'est toute une progression logique. L'enfant préfère aller se perdre dans l'univers Internet ou pour un mot, lancé dans un moteur de recherche, on va sortir 10 millions d'informations. Est-ce que cet enfant aura la capacité d'aller sélectionner la bonne information? Aujourd'hui, si vous prenez par exemple un enfant qui est né en 2004, je doute fort qu'il puisse connaître ce qu'on appelait la cassette radio. Hein? La cassette, La bande, voilà, la fameuse bande, voilà, stéréo. Vous voyez, c'est autant d'éléments. Peut-être les musées, ils vont visiter ça dans les musées peut-être, mais comme disait Akono tout à l'heure, ça va être difficile, Dans certains pays aujourd'hui, lorsque vous vous inscrivez peut-être dans une école, on vous donne déjà une tablette tactile avec toutes les connaissances, avec tout le programme à l'intérieur. L'enseignant arrive, il a également sa tablette, il ouvre, allez dans telle application. Si c'est un cours de sciences physiques, vous allez dans son application, vous suivez le cours directement, il y a des exercices d'application, même la pratique de l'écriture, ok, tend à disparaître. Parce que les enfants, sont déjà, j'ai coutume de dire, c'est la génération du doigt. On veut tout faire avec des doigts. Donc, l'écriture aussi est en train de disparaître, la calligraphie. Est-ce que, c'est une des dernières questions, faut-il revenir à la demande manuscrite lorsque l'on va solliciter un emploi? Moi, je suis pour maintenir certains actes, je vais dire physiques ou manuels, comme la demande écrite. La demande manuscrite ouais, qui, à un moment donné, parfois reflète la personnalité de l'individu. Ça, c'est essentiel. Donc, c'est pas le tout numérique, en fait. Il y a quand même des actes qu'on est censé maintenir comme en l'état, si vous voulez. Monsieur Akono. Bon, ici... Bon, lorsque c'est difficile de dire qu'on va l'imposer, parce qu'aujourd'hui, vous postulez une demande, une offre d'emploi, on va vous demander d'envoyer votre lettre de motivation, on va vous demander d'envoyer votre ça tend à disparaître, hein? CV, ok, par mail. Donc ici, on n'est même plus, bon, l'employeur, lorsqu'il veut recruter, il n'y a même plus ce contact où on allait discuter avec la secrétaire particulière du recruteur, on donnait le document en main propre, le document physique. Donc tout se passe aujourd'hui, tout est numérique. Donc pour sauver également, c'est ce qui tue même la poste au Gabon. Essayons un peu de voir comment la poste est morte au Gabon. Parce que la poste ne s'est pas adaptée aux nouvelles technologies. Le message qu'on pouvait envoyer, qu'on envoyait par télégramme ou bien par courrier, timbré ou par fax, aujourd'hui, c'est en un doigt, vous avez envoyé 1000 messages à 1000 personnes. Or, à l'époque, il fallait envoyer 1000 courriers. Ok? Aujourd'hui, vous devez... tout se passe aujourd'hui, en fait, sur le numérique. Donc la poste, par exemple, ne s'est pas adaptée au courrier électronique, parce que le courrier électronique est venu tuer normalement le courrier papier. La pratique traditionnelle. Okay? Donc aujourd'hui, on gagnerait à trouver des voies et moyens pour sauver certaines pratiques coutumières. Okay? Telles que la correspondance administrative par écrit. Vous postulez une demande d'emploi, vous allez déposer une lettre, une manuscrite. Parce qu'à travers votre... Mais monsieur Akono, vous pouvez scanner après avoir écrit, vous pouvez scanner pour l'envoyer. C'est quoi je dis aujourd'hui, il faut peut-être trouver des voies et moyens. On peut demander d'envoyer par mail, mais exiger que la personne reproduise le tout, scanne le document et... en pièce jointe, l'envoi au recruteur. Nous sommes arrivés au terme de notre mission. Nous allons faire rapidement un dernier tour de table. Je vais commencer par vous, monsieur Akono, votre mot de la fin. Bon, ici, ce qui est difficile à appréhender, c'est la fracture numérique que l'on peut observer aujourd'hui. En principe, en 2019, un petit pays comme le Gabon, à peine 2 millions d'habitants, on devait tous avoir accès à Internet.
Ok. Or, les TIC, dans certaines régions du Gabon, lorsqu'on y va, on n'a pas la même connexion qu'à Libreville. Or, l'économie actuelle dépend en grande partie des TIC. Et cela réduit en fait les objectifs du Gabon. Parce que si on veut réellement devenir un pays émergent à l'horizon 2025, je pense que cela passe par l'infrastructure routière, l'infrastructure portuaire et les moyens d'information et de communication. Donc, les entreprises doivent être capables de communiquer en un temps record. Aujourd'hui, en un clic, l'information a déjà fait le tour du monde, mais ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions du Gabon. Moi, je voudrais terminer l'émission en évoquant l'aspect primordial de TIC qu'on a évoqué tout à l'heure. C'était celui, par exemple, on s'est aperçu que l'impact, par exemple, des TIC dans la vie d'un individu, d'un aveugle, par exemple, a suffisamment progressé. Vous allez avoir aujourd'hui des aveugles qui ont la possibilité d'avoir des synthétiseurs vocaux. Hein? Donc ça, c'est très énorme. Comme disait Einstein, la technologie, c'est ce qu'un fils apprend à son papa. Donc voilà, je vais terminer par là. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme de notre mission. Excellent week-end à vous. Bon début de semaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم